Bonjour à toutes et à tous. J'ai encore oublié mon slogan, c'est euh, Yoga Pyjama, l'endroit où tu piges le yoga. Euh, la séance d'aujourd'hui, c'est celle que j'ai enregistrée hier, mais il y a une coupure, donc on la reprend en entier. Elle s'appelle Un pas vers l'assise. Euh, En fait, je vais vous tenter d'expliquer ce qu'est l'assise. L'assise, c'est souvent synonyme de méditation en yoga et c'est une bonne euh, conception de l'assise. Euh, Si ce n'est que parfois elle induit une contrainte, une rigidité dans la pratique. Et c'est ça que je veux éviter en construisant quelques séances sur l'assise. Pour dire autrement, l'assise, elle se doit d'être structurée à travers différents plans du corps, différents niveaux. Là, je parle de hauteur du corps. Et c'est ce que nous allons voir sur ces quelques séances. Mais elle ne doit pas ressembler à une représentation du mental. Concrètement, on peut pratiquer l'assise avec le corps, je parle pas du mental pour l'instant. Allongé, en assise, debout, en marche. Il s'agit en fait d'avoir une structure du corps cohérente, c'est-à-dire un assouplissement du corps et puis des segments qui sont bien placés les uns par rapport aux autres à travers les articulations. Ça recouvre une même logique, qu'on soit allongé, en assise ou debout, et c'est ça qu'on va tenter de voir. La structure corporelle, qui n'est pas une rigidité corporelle, hein, la structure, c'est ce qui permet de délimiter un espace bien structuré, qui tient bien comme une maison. La structure corporelle est concomitante de la structure mentale. C'est pour moi la même chose. Si je suis bien structuré corporellement, et c'est à ça que sert entre autres le Hatha Yoga, je vais structurer mon mental. Quelle est la destination de ça? Je crois, que la destination de cela, c'est le redressement vertébral, qu'on verra dans une autre séance. Le redressement vertébral et tenir debout sur deux pieds, sur deux jambes, c'est vraiment l'histoire de l'homme, l'histoire de l'être humain, sa destinée. Et du coup, sa destinée, elle serait, de ce point de vue-là, une destinée bien sûr de l'évolution, mais aussi une destinée du sacré, et qui se joue dans le corps. On va, dans cette séance, et puisque je la pratique pour la deuxième fois, je la comprends mieux ma séance, hein, on va aligner, mettre en corrélation le sacrum, l'os triangulaire plat du bas de la colonne vertébrale. Donc sacrum, ça fait directement référence à sacré. Et puis le point à l'arrière du crâne, qu'on appelle bindu. Et on pourrait dire que ce chakra, donc c'est un chakra, c'est par là que le monde entre, ou c'est par là qu'on projette nos représentations qui fabriquent le monde. Je ne rentrerai pas dans la complexité de ça. Certains disent que le monde existe déjà, moi je pense que oui. Et puis d'autres disent qu'on produit le monde, et je pense que oui aussi. Sans nos projections, le monde n'existe pas. Fermez les yeux, vous vous endormissez, plus de monde. Vous ouvrez les yeux, vous vous réveillez, le monde existe. C'est vous qui le produisez d'une certaine manière. Alors, je ferme rapidement la parenthèse à ce sujet. Ce qui nous intéresse aussi aujourd'hui, c'est de trouver un temps d'assise, qu'on soit allongé, debout ou en assise, qui nous permette d'entrer dans un autre monde. Et ce monde-là, c'est le monde du sacré. Alors, on peut ne pas être d'accord avec le terme. Comment est-ce qu'on pourrait dire euh, un temps où le temps s'arrête, un temps mort, un temps de contemplation, un temps de bien-être pour soi. Bien-être, hein, pas être en forme, bien sûr que ça compte, mais être bien, bien-être. C'est à ça que sert l'assise. Quelles que soient nos représentations du sacré, quelles que soient nos croyances ou nos non-croyances, pour moi ça revient au même.
euh, dans notre humanité, dans notre époque, ces temps morts, on commence à savoir qu'ils ont une utilité et qu'ils sont nécessaires à notre équilibre. L'assise en elle-même, et après nous commençons la séance, l'assise en elle-même, elle permet de nous faire expérience. C'est-à-dire qu'au départ, quand je m'assois, ça va pas être aussi facile que ça y paraît là. Là, c'est 20 ans de pratique de yoga, pas forcément d'assise, mais 20 ans ou 21 ans de pratique de yoga. Et donc, du coup, les choses se sont structurées et construites. Elles se sont donc aussi structurées et construites mentalement. Et pendant toutes ces étapes où je suis parti, hein, c'est la première assise, ma première assise, c'est ça, corporellement, je vous assure que c'est vrai. Et pendant toutes ces étapes de construction, je peux faire expérience en moi d'un espace plus large. Un espace où je me retrouve en sécurité et dans une forme d'être bienveillant. Envers moi-même, je parle, hein, envers ce qui me compose. Et donc ça, je le souhaite à tout le monde, qu'on soit, quelles que soient nos représentations, quelle que soit notre singularité, pour pouvoir prendre cette distance. Et là, je vais finir de m'exprimer à ce sujet-là. Qu'est-ce qui est recherché? Quand je parle de sacré, c'est ça. C'est entrer en conscience. Qu'est-ce que c'est la conscience? C'est l'observateur en soi. J'en ai parlé dans une autre séance. L'observateur en soi, c'est ça qu'on va contacter dans ce temps mort, dans ce temps d'assise. Et c'est à ça qu'on va s'identifier. Plus aux fluctuations du mental, aux mouvements du mental, plus aux émotions, plus aux angoisses, plus aux peurs. On va entrer, pourquoi je dis temps mort? Parce qu'on va rentrer dans un temps présent. On va plus être avec les préjugés et les représentations formulées par le passé et nos mémoires, et on va plus non plus être dans une projection vers le futur. On va être simplement aligné, et donc vous voyez là tout se recoupe, aligner le corps, aligner le mental avec le corps, dans l'instant présent. Être en soi, avec soi. La conscience, pour toutes ces pratiques-là de yoga, il y en a plusieurs, ou philosophie indienne, la conscience étant la vraie individualité, le vrai je, J-E. Eh bien on y va, si vous voulez bien. On va commencer par des choses très concrètes, vous allez voir, en espérant que la vidéo s'enregistre jusqu'au bout cette fois-ci. Alors, on va commencer par des roulades. On va avoir beaucoup de pratiques qu'on va effectuer ensemble, que je ne vous montrerai pas au préalable, pour aller assez vite et enrichir notre pratique. Et pendant qu'on enrichit notre pratique, d'ailleurs, on va se débarrasser de tout ce qui encombre notre être. Alors, vous allez ramener les plantes de pied en direction des fessiers, attraper l'arrière des genoux, c'est la façon de faire des roulades vers l'arrière la plus facile. Le menton sur la poitrine, j'inspire ici. Expire, je roule en arrière. Inspire, je reviens. Bien sûr, si c'est accessible pour moi, rappelez-vous, si vous ne pouvez pas effectuer une pratique, ne la faites pas. Ne forcez rien. Soyez respectueux de vous-même, de vos possibilités. Inspire, j'arrive et expire, je pars. Ça va masser la colonne, le dos. Encore une dernière. Alors, ce petit exercice est très bon pour faire du bien au dos. Les mains dos à dos, menton sur la poitrine, expire, je déroule ma colonne. Les épaules qui viennent au sol, je recale le bassin, épaules arrière du crâne si nécessaire. Paume de main tournée vers le ciel, je relâche tout. Restez présent et présente aux effets de la posture ou de la pratique.
Puis si vous souhaitez, vous pouvez vous étirer, bailler, soupir. Vous allez s'il vous plaît ramener les plantes de pied en direction des fessiers. Laissez peser les pieds au sol. Dès que vous laissez peser les pieds au sol, vérifiez que le bassin, observez que le bassin se met en mouvement, se rétroverse. Ça, vous le retrouverez régulièrement. Puis vous entrecroisez les doigts, sauf les index qui pointent. Les genoux sont suffisamment écartés pour pouvoir soulever la tête et les épaules et que les mains tombent entre les deux genoux. Je regarde mon nombril. Ça va tonifier les abdominaux. Si ça tremble, c'est très bien, c'est normal. Il faut même que ça tremble un petit peu pour que les abdominaux, les grands droits, ceux qui partent du sternum et qui s'accrochent à la symphyse pubienne, soient tonifiés. Alors, si vous voulez pratiquer l'exercice indépendamment de la séance, sachez qu'au bout de 21 respirations, les abdominaux commencent à être solides. Et ensuite, il faut régulièrement entretenir les abdominaux, mais pas tant que ça. Ça peut être une fois tous les 2-3 mois. Et la tonification abdominale est vraiment importante pour un bien-être général. Ça soulage un peu les maux du dos, ça permet de mieux digérer. Puis vous redéroulez la colonne vertébrale au sol, les épaules, l'arrière du crâne, et vous vous allongez complètement. Retrouvez la posture de Shavasana et observez les effets de la pratique sur le corps, à quel endroit, de quelle manière, sans jugement. Si vous le souhaitez, vous allez pouvoir vous étirer, bailler, soupirer. Et on va continuer ensemble. Je vous donne les indications et on va les rajouter un peu des choses pour mieux comprendre la pratique au fur et à mesure. Donc ne vous inquiétez pas, vous n'aurez pas toutes les informations dès les premiers mouvements, mais progressivement on va pouvoir bien pratiquer. Alors, toujours en Shavasana, inspire, les bras partent au-delà de la tête. Je synchronise bien le mouvement et le souffle. Expire, je ramène le genou droit sur la poitrine, je soulève la tête, main droite, puis main gauche sur le genou, coude écarté, et je ramène mon genou droit en direction du front. Inspiration, les bras repartent, la jambe droite s'allonge. Expiration, maintenant, c'est la jambe gauche. Un coup à droite, un coup à gauche. Main gauche, main droite, le front. Puis inspire, je pars. À nouveau la jambe droite. Et la jambe gauche, je vais l'étirer en tirant les orteils vers moi, vers le tibia. J'étire la jambe qui reste au sol et en même temps, je fais du bien dans le bas du dos. Autant faire de cet exercice un exercice qui produise les effets les plus complets. Si la jambe qui reste au sol se plie un petit peu, c'est que vous avez des soucis au niveau du bas du dos. Donc vous pouvez en prendre conscience, ne vous jugez pas, c'est toujours intéressant d'y voir clair, précisément, pour pouvoir remédier progressivement aux difficultés corporelles. On va terminer par la jambe gauche, ayant commencé par la jambe droite. Puis on ramène les bras le long du corps, épaule basse, paume de main tournée vers le ciel.
pourriez soupirer si vous avez envie. Vous allez ramener les plantes de pied en direction des fessiers, bras en croix, mise en croix, posée en croix ou doigts entrecroisés derrière le crâne, pieds écartés de la largeur des hanches. Laissez peser les pieds au sol, pardon. Dès que les pieds s'enfoncent dans le sol, le bassin bascule, le creux lombaire revient en contact avec le sol. Ce qui va induire une respiration du guide complète. L'inspiration remonte dans le dos, conscience des tensions. Expiration redescend et je dépose le dos. Je relâche les tensions. Vous voyez comme toutes les articulations se posent autrement dans la détente et elles retrouvent une place plus juste. C'est une manière de retrouver une logique inhérente au corps et de laisser tomber une espèce d'asservissement au mental. Le mental, il n'est pas fait pour ordonner au corps, il est fait pour aider le corps, pour prendre conscience. On peut prendre conscience qu'avec un mental apaisé, non rigide, ça c'est important, un mental qui ne soit pas rigide, mais ouvert, accueillant. Sans a priori, sans préjugés. Vous voyez que quand je parle de cette disposition du mental, je me rapproche déjà un peu plus de la méditation, de ce qui est possible de faire avec la méditation. J'inspire ici, expiration, les genoux vont à droite, visage à gauche. Inspiration, je remonte, genoux, visage de face. Pour redescendre de l'autre côté, genou à gauche, visage à droite. Soyez avec le corps complètement synchronisé par rapport au souffle. Puis je vais déposer mes genoux à droite, mon visage à gauche, genou à droite, visage à gauche. Et là, je me mets à l'écoute du souffle dans le corps, où est-ce que ça bouge quand j'inspire et quand j'expire. C'est possible que ça bouge dans le flanc à gauche, vers l'épaule gauche à l'inspiration. Conscience des tensions, et sur l'expiration, j'essaie de relâcher l'épaule, le flanc. Et si je relâche l'épaule, je crée un espace, un vide, dans lequel la tête peut rouler un peu plus. À ce moment-là, la pression exercée dans le haut de la colonne vertébrale est beaucoup plus forte. Ça produit un effet levier qui met toute la colonne vertébrale un peu plus en torsion. On n'a rien à faire, juste à laisser faire. S'abandonner. Je vais remonter sur une inspiration, genou, visage de face. Pour redescendre de l'autre côté, genou à gauche, visage à droite. Et je reprends l'écoute du souffle dans le flanc à droite immédiatement pour produire le même lâcher-prise. Avec la conscience, je prends conscience, j'observe les tensions et avec l'expiration, je relâche les tensions. Il y a l'histoire du souffle et de la conscience. S'il n'y a pas le souffle,
s'il n'y a pas la conscience, alors il n'y a pas le yoga. Les deux sont nécessaires. Je remonte avec une inspiration les genoux, le visage de face. J'attrape mon crâne dans les mains, doigts en direction de la nuque, coude en direction du ciel, un peu serré. Je soulève la tête, les épaules et je balance de droite et de gauche pour bien libérer les muscles qui longent la colonne vertébrale. Puis je me redépose au sol. Épaules basses, paume de main tournée vers le ciel. Je relâche tout. Restez présent et présente aux effets de la posture dans le corps. Voyez comment le corps se pose. Alors, c'est intéressant cette étape de la séance. Pourquoi? Parce que il y a des zones du corps qui sont devenues confortables. Les épaules, par exemple. Peut-être pas pour tout le monde, hein. Je parle pour moi. Et puis, il y a encore d'autres zones du corps qui ne sont pas tout à fait confortables. Pour moi, c'est par exemple le creux lombaire. Juste au-dessus du creux lombaire, mais c'est normal, j'ai un petit défaut vertébral dans cette zone-là. C'est pas ça qui nous intéresse, ces zones confortables ou inconfortables. Qu'est-ce qui nous intéresse? C'est la manière dont on les appréhende, dont on les regarde. Il faudrait regarder ces différentes sensations, agréables et moins agréables, de la même manière. On parle d'équanimité. C'est-à-dire avec un même sentiment neutre, bienveillant. Une observation non pas objective, puisque nous restons subjectifs, mais une observation sans jugement, une observation neutre. Encore une fois, cette façon de procéder est une des données de l'assise ou de la méditation. C'est aussi une des données du Hatha Yoga dans sa pratique posturale, corporelle. Et donc, essayez de voir toutes les choses différentes d'un même œil. Et puis, à nouveau, si vous le souhaitez, vous pouvez vous étirer, bâiller, soupirer. Alors, pratique suivante toute simple. Vous allez tirer sur les orteils. Les orteils, vous allez les tirer vers les tibias. Pas les pousser vers l'extérieur, vers le mur qui est de l'autre côté, non, mais les tirer vers le tibia. Simplement ça. Puis, prenez conscience en quoi ça modifie l'état du corps. Eh bien, le creux lombaire va se coller un peu plus au sol, il y a une bascule du bassin. Et la respiration, en tout cas chez moi, elle est d'abord abdominale, c'est-à-dire aussi dans le bas du dos, ça revient au même, ce qui fait que sur chaque expiration, le bas du dos se détend un peu plus et se repose, se relâche au sol. Plus le bas du dos se relâche, plus la respiration va se modifier, étant donné que le dos aussi s'allonge. Alors, la respiration devient yogique complète. L'inspiration va remonter peu à peu dans le haut du dos. Et l'expiration, redescendre vers le bas du dos, et c'est tout le dos qu'on commence à relâcher.
Et c'est avec cette posture, à ce moment-là, qu'on commence à avoir une correspondance vertébrale entre le sacrum, dans le bas du dos, posé peut-être de plus en plus à plat au sol, et l'arrière du crâne, au niveau de Bindu Chakra. Et la respiration yogique complète vient peut-être maintenant masser toute la colonne vertébrale, jusqu'à l'arrière du crâne. Et on va pouvoir relâcher. Alors c'est passionnant d'un point de vue yogique, et d'un point de vue de la pratique dite spirituelle, c'est ce constant aller-retour entre nos profondeurs, signifiées ici par le bas de la colonne vertébrale, et notre intelligence, notre capacité à distinguer, comprendre les choses, signifiée ici par l'arrière du crâne, qui convoque directement nos représentations. Un des travaux spirituels, ce serait de transformer nos représentations, de les éclairer d'un jour nouveau. Je vous rappelle que la posture s'appelle Raja Asana, c'est-à-dire la posture royale. Et peut-être que sa signification est ce constant aller-retour dans une démarche de connaissance de soi-même. Et puis, si vous le souhaitez, vous allez pouvoir vous étirer, bâiller et soupirer. On va venir s'asseoir un moment, juste le temps de se retourner. Je vais vous montrer la pratique suivante qui est exactement la même sur le ventre. Cette fois-ci, le corps sera disposé de la même manière. Et ce qui est étonnant, c'est que la respiration va s'inverser. J'ai découvert hier qu'on entrait aussi dans une respiration yogique complète. Je ne l'avais jamais vécu jusque-là. Donc c'est bien aussi le signe qu'en restant open mind, ouvert au niveau du mental, qu'on peut vraiment découvrir des nouveaux territoires dans notre pratique. C'est ça qui est passionnant. Imaginez-vous voyager dans une belle nature, et même si vous repassez par les mêmes endroits, les changements de saison vont faire que vous la redécouvrez à chaque fois et que vous la faites vôtre un peu plus à chaque fois. C'est vraiment une richesse qui ne vole personne. Alors, je vous montre et après vous pratiquerez avec moi. Alors, je vais commencer par décambrer. Souvent, quand on est allongé sur le ventre, d'ailleurs la plupart du temps, il faut décambrer pour ne pas se faire mal au bas du dos. Donc, c'est pas compliqué. J'ai ma main ici droite pour tenir le corps, pour qu'il ne brinque-balle pas. J'ai le dos de la main gauche dans le creux lombaire. Ça, c'est la main témoin pour ressentir. J'ai retourné mes orteils, je soulève le bassin du sol, puis je repousse le pubis vers le sol. Là, mon pubis est en contact. D'avoir fait ça, ça m'a permis de décambrer, mais ça a aussi tassé toutes les vertèbres au-dessus. Donc je prends appui des deux mains, voilà, et je fais comme si j'allais pratiquer le cobra pour détasser les vertèbres. Puis je pose le front au sol. Alors, pas tout de suite pour que je puisse être audible. Les mains, il faut qu'elles soient à plat. Hein, c'est comme la posture tout à l'heure de Shavasana. Donc je dis bien les paumes de main à plat, et j'insiste parce que je vois souvent des élèves dans les séances de yoga qui n'entendent pas cette partie-là. C'est pas grave, hein, simplement il est nécessaire d'insister. Je pose le crâne au sol et je vais vous montrer rapidement maintenant. Les orteils sont retournés ici, ça c'est important aussi, hein, sinon ça ne fonctionne pas. Premier temps, la respiration est dans la poitrine et le haut du dos. Tout à l'heure elle était dans le ventre et dans le bas du dos.
Donc les épaules vont venir en contact avec le sol, même les bras, les avant-bras. Puis, dans un deuxième temps, la respiration devient yogique complète. Et elle s'inverse. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que le pubis va se plaquer au sol, et qu'est-ce qu'il y a en face du pubis? Le sacrum. Le front va aussi s'enfoncer dans le sol. Alors, qu'est-ce qu'il y a à l'arrière du front? C'est chakra bindu, celui qui permet d'avoir des représentations, qui produit des représentations du monde. L'idée dans le yoga, c'est étant de supprimer toutes ces représentations, ou pour le moins de ne pas y croire. Mais qu'est-ce qu'il y a devant? C'est Ajna Chakra. Et Ajna Chakra, c'est l'intelligence haute. Qu'est-ce que c'est que l'intelligence haute? C'est celle qui est débarrassée des représentations et qui permet de saisir le monde directement. C'est vraiment très étonnant cette affaire. Alors, on y retourne ensemble. Vous êtes allongé sur le ventre. On va commencer par décambrer si vous voulez bien. Donc j'ai retourné les orteils, le dos de la main dans le dos, puis l'autre pour être stable. Je soulève le bassin, puis je repose le bassin, mais cette fois-ci c'est le pubis qui entre en contact avec le sol. Je sens bien que ça tasse un petit peu dans le dos, donc je prends appui des deux mains. J'ai décollé le buste, et maintenant je pose le front. Les paumes de main à plat. Et je prends conscience du souffle. Il est d'abord dans le haut du dos. Donc sur les expirations, je vais laisser revenir les épaules au sol. Et puis c'est le haut de la colonne vertébrale qui s'étire avec la nuque. Donc je peux soulever le crâne et le redéposer un peu plus lourd. Puis la respiration avec la détente corporelle venue devient yogique complète. L'inspiration descend dans le bas de la colonne vertébrale, l'expiration remonte. À chaque fois, le pubis se colle un peu plus au sol, ainsi que le haut du crâne, que le milieu du front, pardon. Et puis on va sortir de la posture et on s'installe un peu comme on veut. Comme vous savez, avant de vous endormir dans votre lit, prenez une posture qui vous convienne. Une posture de détente. On prend appui des mains à hauteur d'épaule pour se soulever et venir s'étirer en chat. Donc assis sur les talons, plus ou moins, le front en contact avec le sol. S'il n'y va pas, prenez une petite épaisseur, un coussin ou une couverture. Les coudes sont décollés du sol, les mains le plus loin possible du corps pour bien étirer le bas du dos. Une fois que le bas du dos commence à s'étirer, eh bien, c'est toute la colonne vertébrale, bien sûr, qui suit, qui s'étire à son tour.
Puis les mains vont faire marche arrière, montons sur la poitrine, inspire. Et je viens m'asseoir en Vajrasana si tout va bien, je veux dire si j'ai pas de soucis de genoux, cheville, etc. Sinon je peux m'asseoir directement sur le tapis. Voilà une assise par exemple, hein. Ça, on est vraiment dans une posture d'assise, efficace, qu'on peut utiliser pour la méditation, répertoriée, connue, qui a une valeur, hein, cette posture de Vajrasana, ce n'est pas rien, c'est une grande posture à part entière. On l'utilise nous comme pose yogique immédiatement, mais on peut déjà voir, observer, si les parties qui nous composent se réunissent. Et ma sensation véritable, le mot qui traduit ma sensation véritable, n'est pas réunir, mais unir. J'ai la vraie sensation, le sentiment d'une véritable union de mes parties différentes, de mes énergies différentes. Et cette union, comme un mariage, est toujours un grand bonheur. Hein. Comme si deux parties qui ne peuvent vivre séparées se retrouvent en soi et forment un tout. Quand cette chose-là surgit en soi, on ne peut être que contemplatif. Alors, on va avancer un petit peu dans la séance, mais sincèrement, je resterai bien dans cet état quelques instants. Alors, si l'on le souhaite, on va pouvoir s'étirer, bâiller et soupirer, et puis venir s'asseoir. Alors, la pratique qui suit est assez simple, elle est très concrète, il s'agit d'ouvrir les hanches, de les assouplir, et bien sûr je vais en profiter pour installer une dimension qu'on pourrait nommer philosophique, qui est un apprentissage de vie, dans le sens qu'on va se décaler un petit peu, toujours par rapport à ces deux notions qui sont des structures qui nous limitent, et puis un espace de liberté que l'on peut trouver à l'intérieur de ces limites qui nous structurent. L'espace de liberté, c'est un espace infini. C'est ça qui m'intéresse. C'est pas juste avoir un petit espace dans lequel je tourne en rond. C'est quelque chose qui vraiment me décentre. Alors, pour le coup, pas me décentre en termes d'équilibre, mais qui permet à mon ego, à mon mental, de voir un peu les choses de manière décalée et un peu dissociée. Je rappelle le terme, c'est vi-yoga. Il existe dans la théorie yogique. La dissociation, c'est la première étape avant l'association, avant l'union. Alors, j'ai les jambes qui sont allongées devant moi, je vais en profiter pour ramener une fesse en arrière. Ça, c'est pour la bascule du bassin et pour permettre au corps de se redresser. Voilà, je bouge un petit peu parce que mon sol est dénivelé, c'est un vieux sol en tomate, là, sous le tapis. Et donc, il y a plein de trous et c'est sympa. Alors, je décale un petit peu la jambe gauche et je vais ramener mon pied droit sur la cuisse gauche. Voilà. Si ça c'est pas possible, vous laissez le pied au sol et si c'est pas possible, eh ben, vous ne le faites pas, sans vous juger si c'est possible. Alors, le pied droit dans la disposition qui nous est permise aujourd'hui, ce matin, et je vais attraper les orteils dans la main gauche. Le coude gauche décalé, l'épaule gauche basse. Et puis je vais inspirer. Expirer. Et je fais descendre le genou en essayant de ne pas le léser, de ne pas lui faire mal, pas plus qu'à la cheville d'ailleurs. C'est bien sûr la hanche qui est visée, l'ouverture de la hanche qui est au bout du fémur et qui s'inscrit avec la tête de fémur dans le cotyle du bassin, dans le trou du bassin qui permet d'accueillir l'articulation.
Qu'est-ce qui m'intéresse? Alors bien sûr, l'ouverture de la hanche. Si vous pratiquez ça tous les jours, euh, au bout d'un moment, votre hanche, vous la libérez complètement, à moins d'avoir une pathologie. C'est certain. Vous pouvez en être sûr et certain. Donc du coup, on peut agrandir l'espace, on peut pousser les murs. Mais qu'est-ce qui m'intéresse en attendant, quel que soit l'endroit où va le genou, à quel point s'ouvre la hanche, ce qui m'intéresse, c'est de vivre l'espace de liberté, même entre deux points limités. Si je vis pleinement l'espace, alors, d'une certaine manière, je vis tout l'espace. C'est une intuition que j'ai qui m'est difficile d'expliquer de manière rationnelle. On pourrait certainement le faire avec un ouvrage de philosophie, mais je n'ai pas la compétence. Je sais simplement qu'être conscient de ce qui est vécu dans un espace même limité est libérateur. Et quand je dis libérateur, j'entends une liberté totale, infinie, sans restriction aucune. Il y a deux choses antagonistes qui produisent un paradoxe. Alors, je reprends une formule que j'aime bien de Deleuze, qui était un philosophe français, qui dit que le sens naît du paradoxe. Et moi, j'ai tendance à le croire. Quand deux choses opposées s'articulent, et on est d'ailleurs dans une articulation de deux choses qui pourraient être opposées, le bassin et la tête le fémur, et ça fait une réalité nouvelle. Une articulation, la hanche. Observez, ressentez la hanche droite qui était libérée, donc dans le pli de l'aine, là. Et puis comparez avec l'autre hanche, à gauche. Alors, au moins cet exercice, il a l'intérêt de nous faire ressentir la hanche et de pouvoir la localiser précisément. Et puis quand c'est possible pour moi, j'écarte un petit peu la jambe droite, j'amène le pied gauche sur la cuisse ou au sol, en fonction de ce qui est possible, puis j'attrape les orteils du pied gauche dans la main droite, le coude droit écarté, l'épaule droite basse. Inspire, expire. Soyez présent à ce qui se passe, sans jugement. S'il arrive une petite douleur, alors allez moins loin dans la pratique. Frôlez la douleur sans la toucher, pour pouvoir vivre pleinement la pratique. N'entrez pas en compétition avec vous-même, ça c'est important. Puis, on défait la posture et un petit temps de pause. Observez bien entendu la hanche gauche, comparez-la avec la hanche droite. Voyez si les sensations sont équivalentes. La hanche, je rappelle que c'est l'articulation qui favorise la marche. Une des articulations qui favorise la marche. C'est donc important. Et puis on peut s'étirer si on veut. Bailler, soupirer. Alors, les mains vont venir légèrement en arrière et sur les côtés. Peut-être suffisamment proche du corps pour redresser le buste. Les omoplates se rapprochent d'elles-mêmes. Donc les épaules partent en arrière. Et j'écarte le compas. Alors, l'idée bien sûr c'est l'ouverture des hanches. Et puis on va rentrer dans une légère flexion vers l'avant. C'est une flexion qui est
ardu quand on n'est pas suffisamment souple au niveau des hanches, au niveau du dos. Ça peut être une épreuve, mais on ne la pratique pas, cette posture, aujourd'hui, pour aller très loin, en fait. À moins que vous soyez vraiment en capacité, donc il n'y a pas de problème, allez jusqu'au bout de ce qui est possible pour vous. L'idée, c'est de rester présent et puis de mettre en lien les jambes, le bassin qui fait jonction et le dos. On va expérimenter quelque chose qui va favoriser l'assise plus tard. Alors, je passe les mains en avant et là, ça commence à devenir un petit peu difficile. L'inspiration est plus dans le haut du dos, je vais regarder vers le haut du mur qui est en face de moi et l'expiration plus dans le bas du dos. Alors c'est dans le bas du dos que ça doit plier. Bien entendu, quand j'avance, je me voûte. J'ai envie d'aller loin, même si je dis l'inverse. Et donc, je vais profiter de l'inspiration qui est dans le haut du dos pour essayer de le redresser. Je m'éloigne du sol, mais c'est pas grave. Je suis plus juste dans la posture. Expiration suivante. Tac. Là, ce sont les muscles du dos qui travaillent. C'est l'intérêt de la pratique. C'est-à-dire d'avoir les mains posées devant, mais pas accrochées encore aux jambes ou aux pieds. Et puis je vais attraper quelque chose. Alors, ça peut être les chaussettes, les chevilles, les gros orteils ou les plantes de pied. Et là, sur les expirations, je plie les coudes. Alors, vous avez compris que l'idée n'est pas de mettre le ventre, la poitrine, le buste au sol, à moins que vous puissiez le faire, bien entendu. L'idée, c'est de vivre tous ces mécanismes, et là, ils sont nombreux, c'est-à-dire on ressent l'étirement des jambes, la tension dans le bas du dos, le redressement ou la courbure du dos, peut-être d'une gêne dans la nuque, les épaules. Plein de sensations arrivent à foison. Et la difficulté de la posture, en fait, réside dans la perception, compréhension, la distinction. On parle de discrimination dans ces pratiques, de toutes ces sensations. Dès que j'y vois plus clair, c'est-à-dire dès que je suis en conscience et avec le souffle, alors les choses se facilitent. On peut dire que de ce point de vue, la posture est réussie si on veut arriver quelque part. C'est ça qui, en fait, nous intéresse réellement. Puis je vais relâcher tranquillement. Les mains vont glisser sur les jambes, je vais fermer le compas, et puis pratiquer la contre-pose. Alors, il est nécessaire de tonifier le dos, vous allez voir, vous allez ressentir peut-être une barre dans le bas du dos, ne vous inquiétez pas, vous ne vous êtes pas fait mal, c'est simplement des tensions très fortes qui vont se relâcher progressivement. La pratique permet ça, donc on pourra faire un petit massage tout à l'heure, rapide, et après se mettre surtout à l'écoute, c'est ça qui est important. Essayer de ressentir les choses, même si les sensations sont très fortes, sans peur, ça c'est important. Alors, la contre-pose c'est celle-là, les doigts soit tournés vers le corps, soit tournés vers l'arrière. Comme ça c'est plus facile, comme ça c'est un petit peu plus compliqué. On va soulever le bassin, essayer de faire la planche, je pousse les orteils vers le sol, et je laisse tomber la tête en arrière. L'inspiration est un peu plus dans le ventre, ça soulève un peu le pubis vers le ciel. Et puis l'expiration dans l'eau permet d'enrouler les épaules vers l'arrière. Alors, ce que je vous dis là, ce n'est pas techniquement orthodoxe, mais c'est ce que je crois comprendre avec le souffle. L'histoire de l'enroulement des épaules vers l'avant, ce n'est pas ce qui est conseillé théoriquement. Mais moi je crois que c'est ça qu'on doit faire. Puis je me repose au sol, je vais mettre les mains dos à dos, menton sur la poitrine, expire, je déroule. Les bras reviennent le long du corps, paume de main tournée vers le ciel, et là, tac, peut-être que je sens une sensation très forte dans le bas du dos. C'est la fameuse jonction lombo-sacrée. Alors, si c'est pas supportable pour moi, j'attrape mes genoux et je vais faire des grands ronds d'un côté puis de l'autre. Prenez le temps de faire ça.
ça va masser le bas du dos. Puis vous vous allongerez à nouveau, ça c'est important, pour pouvoir faire l'expérience. Les tensions seront plus supportables mentalement, créeront moins d'anxiété, et pas d'anxiété du tout si vous comprenez immédiatement qu'en fait, cette sensation très forte est une sensation de libération. Et donc, cette sensation de libération, il faut la vivre, en prendre conscience, pour qu'elle s'effectue réellement. Quand le bas du dos s'est bien détendu, on retrouve cette idée de lien, d'union entre le sacrum et l'arrière du crâne. Et puis on va pouvoir s'étirer, bâiller, soupirer, rouler sur le côté ou venir s'asseoir directement. Mais moi je vous conseille de rouler sur le côté pour protéger ce bas du dos. Il est encore un petit peu fragile, hein. On a bien tiré dessus et c'est pas trop habituel. Voilà, pour venir vous asseoir. Alors, une fois que vous êtes assis, on continue à construire cette assise en fait, hein. On n'arrête pas d'aller dans ce sens-là, autant, et vous l'avez compris, au plan corporel qu'au plan mental. Pour l'instant, on n'a pas trop observé le souffle, et ce n'est pas tout à fait l'objet de la séance, mais quand même, on va libérer le gris costal, à droite et à gauche, pour permettre aux poumons élastiques de pouvoir prendre toute leur place. Et ça va nous renvoyer directement au mental. Le souffle et le mental, ça fonctionne vraiment très rapidement ensemble, l'un se réglant sur l'autre. En règle générale, le souffle sur le mental. Là, en libérant la plénitude inspiratoire, on va aussi installer mentalement, donc ça va marcher dans l'autre sens, une plénitude mentale ou pour le moins une rassurance mentale, si nous en avons encore besoin. Alors, la pratique, on l'a fait ensemble, on y rentre ensemble. Allons-y. On va venir sur les genoux. N'hésitez pas à mettre un petit coussin, une petite couverture sous le genou si nécessaire. On va rester en appui sur le genou gauche et allonger sur le côté la jambe droite, avec si possible le pied droit dans le prolongement du tibia.
le dos de la main droite sur la jambe droite. Tout à l'heure, ça glissera peut-être un peu au-delà du genou, mais pas beaucoup plus. Pourquoi le dos? Parce que on n'est pas tenté d'attraper. Vous voyez là j'installe quelque chose qui n'est pas de l'ordre du lâcher prise. Là, j'installe quelque chose qui est de l'ordre de tenir. Hein, on tient le bras, le buste, etc. Mais on ne serre pas. Alors, inspire, le bras gauche monte. Et j'essaye de mettre le buste face à l'avant. Ça crée une incidence sur la hanche. Et puis à l'arrière sur le sacro-iliaque, et celui-là on ne l'a pas travaillé, qui est l'autre articulation du mouvement des jambes. On va inspirer, regarder le bras gauche. Expire, basculer à droite. La main droite glisse au-delà du genou un petit peu. Et je sens tout l'étirement de l'aile iliaque du bassin jusqu'au bout des doigts. Inspire. Expire, j'étire un peu plus. Alors la main droite, elle ne descend pas beaucoup plus. Elle va rester à peu près à cette place-là. On ouvre tout le gris costal. Détendez bien l'épaule droite. Et puis inspire, je serre un peu le ventre. Je remonte le bras gauche qui revient au long du corps. Et on va rester à genoux si vous voulez bien, si ça ne pose pas de problème, pour ressentir une seconde, un instant. À la fois le souffle dans les narines, le côté gauche, comment le poumon gauche peut se déployer dans la cage thoracique, peut-être, et même à peu près certainement plus que le poumon droit. Toujours intéressant de passer par ces étapes de vi-yoga quand on pratique des deux côtés. Dissocier, ça nous permet d'avoir un contraste, de mieux prendre conscience et d'aller plus rapidement dans le sens de l'association, de l'union, du yoga. Et puis de l'autre côté, alors, le pied gauche en prolongement, le dos de la main gauche sur la jambe gauche, inspire le bras droit. J'essaie de faire cet effort pour ouvrir le buste, pour le mettre face au mur devant moi. Ça respire dans le flanc à droite. Puis inspire, je regarde mon bras droit. Expire, j'entre dans la pratique. J'étire le flanc. Inspire, je reviens, et puis je vous propose de passer directement debout pour pouvoir expérimenter les effets de la posture. Pied écarté de la largeur des hanches, main ouverte. Alors, l'histoire, c'est par quelle narine est-ce que je respire. Il se pourrait que ça soit les deux. Je le mets toujours au conditionnel, hein, parce que une cause, donc une posture produit tels effets, ça c'est ok, mais il peut avoir, ça peut être multifactoriel, une narine bouchée par exemple, ou autre chose, un état de fatigue très fort, qui fait que ça respire plus dans une narine que l'autre, si je suis fatigué. Et donc, comme ça peut être multifactoriel, les effets produits peuvent être différents. Mais si on est sur un terrain bien épuré, sans cause multifactorielle, alors la posture produit bien tels effets. Donc ça devrait, encore une fois le conditionnel, ça pourrait respirer par les deux narines, et à ce moment-là, il y a une libération du gris costal à droite et à gauche. Les muscles intercostaux sont tirés, ce qui fait que les poumons peuvent prendre plus de place, et ça c'est vraiment intéressant.
Alors, on va prendre conscience des pieds en contact avec le sol, observer les jambes, comment elles sont, dans quelle disposition elles sont, donc la posture et leur état, souplesse, pas souplesse, gêne, pas gêne, équilibre entre les deux pieds, le bassin entre les jambes et puis le buste, comment il est positionné. Et voir l'état de l'ambiance générale. Est-ce que c'est plus agréable ou moins agréable? Qu'est-ce qui se passe? Alors toujours à partir de mon ressenti, peut-être que c'est pas le vôtre, mais peut-être qu'on n'est pas très loin non plus, hein. On a tendance à tous fonctionner corporellement à peu près de la même manière, même s'il y a des variantes bien entendu. Je sens qu'il y a encore des choses qui sont de guingois, c'est ce que je nomme quand les choses, les parties du corps ne sont pas tout à fait dans les dispositions optimales. Alors ce que je ressens bien entendu, ce sont les jambes avec les pieds qui ne se positionnent pas tout à fait naturellement. Donc ce que je vous propose, déjà on va pouvoir s'étirer puisqu'on a expérimenté les effets de la posture précédente, on va étirer l'arrière des jambes. Alors, on va étirer l'arrière des jambes si on n'a pas de problème de sciatique. La posture que je vous propose, elle est passionnante. Passionnante pourquoi? Parce qu'on va étirer les jambes avec le souffle. C'est-à-dire que le souffle va disposer le buste d'une certaine manière, qui va interagir avec les ischio-jambiers, à travers les ischio-jambiers, donc qui s'accrochent sur le bassin, sur le bas du bassin, et qui accrochent au-delà du genou. On va étirer les jambes. Donc ça, en termes d'invention de génie postural, c'est extraordinaire. Mais le problème, c'est que ça tasse un petit peu les vertèbres dans le bas du dos. Donc du coup, si vous avez une sciatique, eh bien, le nerf sciatique va être coincé très rapidement. Donc si vous êtes dans une crise sciatique, ne pratiquez pas. Si vous êtes très sensible à des crises de sciatique, ne pratiquez pas non plus, parce que ça va réveiller, c'est pas l'enjeu de la pratique. Si, comme moi, vous êtes sujet au sciatique, mais que ça fait un moment que ça ne s'est pas produit, que vous pratiquez régulièrement votre yoga, donc du coup vous créez des étirements, et bien là vous pouvez pratiquer. Bien sûr, si vous n'avez pas de souci de sciatique, vous pratiquez. Je vous montre quand même au préalable, hein, pour que vous ayez une image. Je vais poser le bout des doigts à l'arrière du crâne, pas les doigts entrecroisés. Pourquoi? Parce que dès qu'on fait ça, ça crée une pression sur le crâne qui n'est pas intéressante pour les cervicales. Des professeurs l'enseignent comme ça, mais bon, après à vous de voir. Moi, je préfère mettre délicatement le bout des doigts en contact avec l'arrière du crâne, et c'est à mon avis plus efficace. Quand je suis dans cette disposition, l'inspiration est dans le haut du buste, et l'expiration plutôt dans le ventre. Et bien ça positionne immédiatement la posture, pas encore effectuée, pour le coup, le préalable. Qu'est-ce qui se passe? Le haut du dos se redresse, les épaules avec le bout des coudes, avec les coudes partent en arrière. Et l'expiration dans le bas du dos fait pousser le pubis vers l'avant. On y reviendra tout à l'heure. J'inspire ici. Expire. Donc je vous montre toujours. Je recule les fesses. Ça c'est pour amener le buste face au sol. C'est le meilleur moyen pour ne pas être en porte-à-faux. Puis la respiration, toujours la même. L'inspiration qui redresse le haut du dos. L'expiration dans le bas du dos, cette fois-ci, elle l'étire. Et c'est là que ça étire les jambes. Pour remonter, je contracterai les abdominaux avec l'inspiration. Alors, on y va ensemble. J'inspire, je remonte les bras comme longeant un mur imaginaire. Le bout des doigts vient en contact avec l'arrière du crâne. Je prends un instant conscience du souffle et de ses effets si j'arrive à me laisser faire par le souffle. Donc l'inspiration redresse le très haut de la colonne. Et si je laisse vraiment faire, les épaules et les coudes s'ouvrent. L'expiration permet déjà d'étirer un peu le bas du dos et pousse le pubis vers l'avant. Et c'est aussi le sacrum qui est engagé dans la posture. Hein. Comme tout à l'heure quand on était allongé au sol. On retrouve la concomitance des deux termes, sacrum et bindu, à l'arrière du crâne. Il n'y a pas de coïncidence. Hein. Si dans des postures d'étirement de la colonne, on retrouve toujours ces deux points, soit dans la structure de la posture, soit dans l'allongement de la colonne vertébrale, c'est qu'il y a c'est pas une coïncidence, ça a une importance, ça a du sens. J'inspire ici. Expiration, je vais reculer les fesses vers l'arrière. Je retrouve le buste face au sol. J'accueille l'inspiration qui redresse le haut du dos,
qui étire la nuque. Et sur l'expiration, j'étire le bas du dos et je vais étirer les ischio-jambiers, les muscles de l'arrière des cuisses. Je vais serrer le ventre et inspiration, je remonte. Les bras vont revenir le long du corps. Pieds écartés de la largeur des hanches, sur une même ligne, parallèle, paume des mains ouvertes. Et j'observe. Alors, c'est peut-être un peu plus agréable dans les jambes maintenant, qui ont été étirées. Mais c'est pas encore tout à fait ça. Il reste encore l'ancrage des pieds au sol. Et la posture de redressement ou d'assise, elle se constitue de cette manière-là. Je dois être lourd au niveau de la base. Quand je suis debout, ce sont les pieds. Donc, on parle d'ancrage à ce moment-là. Et puis, plus ça remonte, plus c'est léger. Hein, je fais expérience de la légèreté. C'est-à-dire, y compris de la légèreté mentale. Dès qu'on a un trouble mental, une angoisse, même si elle est justifiée, eh bien, on a inversé le processus. On n'est pas en place. Comment le dire sans froisser comment dire, là où on a des douleurs, quoi. Le yoga nous permettrait de remettre toujours les choses, ou la méditation, toujours les choses en place. C'est-à-dire que ce qui doit peser au sol, nous ancrer, pèse au sol. Et puis ce qui doit être léger vers le haut est léger. Même s'il nous arrive des grands tracas, des grandes douleurs ou souffrances. Je sais que c'est beaucoup plus facile à dire qu'à pratiquer, mais c'est le sens de la pratique. Et plus on est en capacité d'affronter les difficultés, plus on est ancré, en capacité de se redresser, plus la vie est facile de toutes les manières, quelles que soient les choses qu'on affronte. Donc ça vaut peut-être la peine d'aller dans ce sens. Alors peut-être que vous ressentez un confort à peu près dans tout le corps. Moi je crois qu'il reste encore les pieds à ancrer au sol. Hein. C'est un peu comme si on était coupé au niveau des chevilles. Tout le corps est structuré, donc le corps mental, le corps et mental, j'associe les deux pour le coup. Il faut maintenant structurer les pieds par rapport au tout, ou unir les pieds par rapport au tout. Alors, il n'y a rien de mieux qu'un équilibre, et je vais vous le montrer, cet équilibre. Alors, l'équilibre est en plusieurs étapes, alors c'est ça qui est intéressant. N'hésitez pas à vous arrêter dès la première étape si nécessaire. N'hésitez pas aussi à attraper un mur. C'est pas mal de poser l'épaule, d'être juste en contact contre un mur. Si l'équilibre est vraiment très compliqué pour vous. Il consiste en cette manière. Alors, le pied droit, je vous montre d'abord, il est ouvert. Je transfère mon poids sur le pied droit, je fixe un point devant moi au mur ou au sol. Voilà, au mur, dans cette posture, je crois que c'est mieux parce qu'il va s'agir de redresser le buste. J'attrape ce que j'appelle le coup de pied-cheville, je suis un petit peu entre la cheville et le coup de pied, avec la main gauche, pied gauche, main gauche. Et là, c'est la première étape. Je peux être là et avec le mur si nécessaire. Deuxième étape, c'est la main droite par-dessus la main gauche. Et là, le talon vient contre les fessiers. Déjà, les épaules partent vers l'arrière, les omoplates se rapprochent. Il reste une troisième étape, c'est mettre le genou à hauteur, donc le genou gauche à hauteur du genou droit. Et pour ce faire, je plaque l'un contre l'autre pour être sûr d'être à la même hauteur. Alors à ce moment-là, la respiration devient yogique complète. Pas tout de suite, elle peut commencer dans le ventre, puis avec le redressement du buste, monter de plus en plus et s'installer définitivement. Si ça ne se passe pas comme ça pour vous aujourd'hui, c'est pas grave, hein. C'est toujours un cheminement. Alors on y va ensemble si vous voulez bien. Le pied droit ouvert, je transfère le poids dans le pied droit, main gauche donc sur le coup de pied-cheville, et main droite si c'est possible. Hein. Je vais en accélérant. Vous connaissez les étapes. Arrêtez-vous là où ça vous convient. Le genou gauche contre le genou droit. Fixez bien des yeux un point devant vous. Ne le quittez plus des yeux. Laissez les épaules partir en arrière, les omoplates se rapprocher.
quand vous le voulez, vous vous reposez au sol. Alors, on va observer que le bassin ne se cale pas tout à fait de la même manière. Moi, je dirais que le bassin à gauche, donc je montre devant et derrière, hein, a décambré, donc part vers l'avant. Et puis l'ancrage au niveau du pied droit est fort. Donc on a pour l'instant une posture qui est désaxée. Et bien sûr, on va tout réaxer de l'autre côté. La fixité du regard, c'est pour arrêter la pensée dans le mental. Et la fixité du regard qui arrête la pensée du mental favorise l'état de conscience. C'est comme si on prenait l'ego mental, l'ego avec le mental, hein, comme tout à l'heure il y avait le corps mental, maintenant il y a l'ego mental. Tac, on pousse ça de côté, et qu'est-ce qui apparaît? C'est la conscience. Sans jugement, pertinente, directe, et puis stable, immuable. Et c'est en ça qu'elle est favorisée par l'équilibre, son émergence, et qu'elle favorise l'équilibre. Si je prends la posture d'équilibre avec le mental et la pensée, ça va brinque-baller dans tous les sens. Ça risque, hein, à moins d'avoir un mental très costaud. Mais bon, si j'ai un mental super extra costaud, est-ce que c'est la peine que je pratique le yoga? Je sais pas. Moi, j'ai pas un mental extra hyper costaud. Je préfère aller vers la conscience et sa douceur, sa bienveillance. On part de l'autre côté si vous voulez bien. Alors, pied gauche en avant, un peu ouvert. Je vais transférer le poids sur le pied gauche. Je fixe immédiatement un point devant moi. Et puis je vais attraper coup de pied cheville. Alors, juste une petite parenthèse. J'ai une armoire en face et j'ai les deux photographies de mes deux filles. Voilà, donc là, c'est le bonheur total pour moi. Voilà. Je reprends la pratique. La main droite sur le coup de pied droit. La main gauche, l'ouverture des épaules, le rapprochement des omoplates. Et peut-être le genou droit contre le genou gauche. Et je me repose, tranquillement. Pieds écartés de la largeur des hanches, sur une même ligne. Main ouverte. Alors, rapidement, on va mettre une main sur le pubis et puis l'autre contre le sacrum. Pieds écartés de la largeur des hanches. Et on va décontracter les épaules pour ne pas installer de tension. Et vous allez voir naturellement, ça pousse vers l'avant. C'est-à-dire que j'étire cette zone-là, ici, qui engage le sacrum. Si j'étire cette zone-là, c'est toute la colonne vertébrale qui se redresse, qui s'étire. On relâche les mains et on fait expérience. L'ancrage des pieds au sol. Alors, le poids, si on laisse faire, c'est toujours pareil, hein, aura tendance à venir vers l'arrière, sur les talons, ce qui fait que pour ne pas partir vers l'arrière, marcher vers l'arrière, il faut que je bascule le bassin, que je décambre un peu plus. Le centre de gravité change, bouge, ce qui fait qu'il est mieux placé. Ce fait-là, les orteils reviennent au sol. Et la conséquence de ça, c'est des conséquences qui s'enchaînent, eh bien, les pieds se centrent mieux. Se centrer, ça ne veut pas dire que les pieds sont au centre de la plante des pieds, c'est-à-dire que les pieds sont mieux disposés. Dès que les pieds sont centrés au sol, eh bien, toutes les articulations, si les pieds sont parallèles, s'articulent mieux, sont mieux disposées aussi, jusqu'au bassin. Le bassin, c'est la courroie de transmission avec la colonne vertébrale, coccyx, sacrum, lombaire, et ça se redresse jusqu'en haut du crâne. Dans l'énergétique indienne, Muladhara chakra, l'enracinement ici, et puis Anahata chakra, la réalisation spirituelle ici. Voilà. Et c'est ça aussi l'assise. L'aspect matériel, l'ancrage, il ne faut pas le négliger. S'il n'y a pas d'ancrage, si on est simplement
dans quelque chose d'éthéré, alors on se perd. Il faut vraiment qu'il y ait un ancrage au sol pour s'autoriser à être dans quelque chose de léger. Hein. On fait confiance aux pieds. Les pieds sont là, ancrés. Pas de problème, on ne s'en occupe plus. Ça n'a pas d'importance. Tant que c'est ancré, hein, bien entendu. Je leur fais confiance. Et je peux réaliser autre chose. Ne serait-ce que le redressement humain. Alors on va continuer d'avancer, l'étirement, on va y m'ensouplir si vous le souhaitez. Et puis la posture de torsion de fin de séance, et après un peu d'assise, pas de relaxation. Alors, je vous montre rapidement, les pieds sont écartés de la largeur des hanches, les mains en namasté au niveau du bleu du cœur, j'inspire ici, je vous montre d'abord. Expire, je plie les genoux, j'amène le coude gauche contre le genou droit, si c'est pas possible, contre le genou gauche qui est à l'intérieur. Là, les deux mains sont à hauteur des épaules, elles vont rester à cette place en fait. Le buste va tourner autour des mains. J'inspire ici. Quand j'inspire, ça inspire dans le doigt gauche, ça l'étire, et expiration, j'appuie avec la main droite. Je regarde par-dessus mon épaule, inspire, et expire. J'amène les deux mains au niveau du bleu du cœur. Voilà. Je reviendrai en mettant les mains sur les genoux, montant sur la poitrine, inspire. Et bien sûr, ce sont les mains qui m'aident à remonter, pas la colonne vertébrale. Alors maintenant que vous avez vu la pratique, on y va ensemble si vous voulez bien. Les mains en namasté, j'inspire ici, expire, je plie les genoux, ça c'est important. Les fesses qui partent en arrière. Le coude gauche, si possible, contre le genou droit. J'inspire ici, le dos s'agrandit, expire, j'appuie avec la main droite vers le sol. Et le buste tourne. Chaque fois que j'inspire, le dos s'agrandit un petit peu, et expire, je ramène les mains au niveau du bleu du cœur. Puis je relâche. Les mains sur les genoux, inspire. Je remonte. Expérience dans le doigt gauche, expérience dans les narines. À nouveau, il est possible que je respire par la narine gauche. Et là, immédiatement, si on est sensible à ça, il y a quelque chose d'énergétique qui se met à l'œuvre. On a tordu la colonne vertébrale et les deux méridiens qui remontent dans les narines jusqu'à Ajna Chakra, à partir du coccyx, sont proprement énergétiques. C'est ça qu'on vient de travailler, au-delà de l'assouplissement musculaire, de l'étirement musculaire des muscles qui longent la colonne. Donc on est presque prêt à s'asseoir. Alors, les pieds toujours écartés de la largeur des hanches, les deux mains en namasté, inspire. Expire, je plie les genoux, le genou droit contre le coude droit contre le genou gauche, si c'est possible. J'inspire ici. Le dos s'agrandit, c'est important, ne le tassez pas. Expire, j'appuie avec la main gauche. Puis je relâche, les deux mains sur les genoux, montant sur la poitrine, inspire. Je remonte. Alors, une petite précision supplémentaire, on a ici les sacro-iliaques, c'est-à-dire le sacrum, le fameux os triangulaire, en contact avec l'aile iliaque, et dans la torsion, bien sûr c'était une torsion dorsale, on a quand même aussi ouvert, étiré cette articulation-là, sacro-iliaque. On lui a fait un petit peu de bien, c'est une articulation de contact, et donc du coup, là c'est le sacrum, là c'est l'aile iliaque. Voilà, quand j'ai été dans ma torsion, on a fait ce mouvement-là, de séparation du sacrum et de l'aile iliaque, ce qui fait du bien aussi pour retrouver de la mobilité, puis libérer le bassin. Ça c'est vraiment important. Voyez votre sensation, votre ambiance globale. Il se pourrait que vous soyez sans pensée, que vous respiriez par les deux narines, que vous soyez complètement bien posé au sol, complètement bien redressé, complètement bien centré. Vous êtes en état de méditation. Alors, un état de méditation ne veut pas dire forcément un état d'endormissement, un état de détente certainement.
va pouvoir s'étirer et on va attraper un coussin ou une couverture pour s'asseoir. On y va ensemble pour 5 ou 10 minutes. Alors, je vais expliquer deux façons de s'asseoir, une pour les hommes et une pour les femmes. On va commencer par le préalable. Alors, le préalable pour tout le monde, c'est un trépied. Il faut 3 pieds pour créer un tabouret. Pas besoin de 4 pieds. Le trépied, c'est quoi? C'est une jambe, 2 jambes, des fesses. Voilà le trépied. Voilà une assise. Ça pourrait se pratiquer sur un tabouret de la même manière. Pas de souci. Pourquoi je pars de cette base-là? Parce que certains d'entre nous ne vont pas pouvoir plier les jambes pour des histoires de chevilles, de genoux ou de hanches. Et si vraiment c'est pas possible, prenez une chaise, asseyez-vous sur une chaise. Il suffira d'avoir les 2 pieds bien à plat. Là, on n'écarte pas les pieds. Et puis d'être assis sur le bord des fesses. Voilà, avec les mains sur les genoux. Maintenant pour les hommes. Alors, petite précision, on va pratiquer une approche de ce qu'on appelle Siddha Asana, la posture parfaite, pour les hommes. Alors, si vous êtes un homme, vous pliez la jambe gauche d'abord, puis la jambe droite ensuite. Alors, le talon est en contact avec le périnée. L'assise yogique, elle est tout le temps, ou quasiment, avec coussin je parle, sur le bord des fesses. Et puis les orteils du pied droit entre mollet et cheville. Voilà. Dans l'idéal, il ne devrait pas avoir de coussin. Voilà. Et là, j'ai bien le périnée qui appuie sur le talon, ou le talon qui appuie sur le périnée. Alors, c'est pas très très confortable. Mais à force d'habitude, ça devient de moins en moins douloureux. Alors je ne vous dis pas que je vais tenir des heures. Je reprends mon coussin. Souvent, je laisse aller moi ma jambe droite, mon pied droit. Et c'est on va dire une demi-posture. Au plan énergétique, c'est pas idéal, mais c'est déjà pas mal en termes de redressement postural. Pour les femmes, je repars avec le compas ouvert. C'est d'abord le talon droit. Alors lui, il n'est pas contre le périnée, il est contre la vulve, parce que la physiologie énergétique est différente entre un homme et une femme. Muladhara chakra, le chakra racine étant au niveau du périnée chez les hommes, et puis pour les femmes, c'est dans le vagin. Donc on crée une fermeture avec le talon contre le périnée pour les hommes, on crée une fermeture avec le talon droit, donc le côté masculin, contre le côté féminin, si je suis une femme, avec le talon contre la vulve. Le talon gauche est par-dessus le talon droit, à l'aplomb, et puis de la même manière, je glisse les orteils. Voilà. Ça, c'est Siddha Yoni Asana. Le terme Yoni, donc Siddha, vous avez compris, c'est parfait, Asana, la posture. Yoni fait référence au vagin, en fait. Ça veut dire vagin. Alors, trouvez la posture qui vous convient. Vous pouvez la faire donc vraiment de manière très, très peu sophistiquée, c'est pas grave. Et puis on va poser les mains sur les genoux. Alors soit on englobe les genoux, soit le dos des mains sur les genoux. Je peux mettre le pouce contre l'index dans les deux sens ou pas. Je peux envoyer, donc poser les poignets sur les genoux, envoyer le bout des doigts, ça redresse. Mettre les mains un peu comme si c'était les bras en anse d'amphore ou en anse de... je n'ai plus le nom. Et puis la main gauche aussi dans la main droite et les pouces en contact. Voilà, ça doit former une espèce de rond, ni trop bas les pouces, ni trop haut. Et puis bien sûr, je peux passer d'un appui à un autre. L'assise, vivez-la en mouvement. Vivez-la sans restriction d'aucune sorte. Si vous voulez vous appuyer contre un mur, pareil, n'hésitez pas. L'idée, c'est de trouver ce trépied, de laisser aller le redressement vertébral, et puis de créer cet espace pour le souffle. Et donc si je respire, forcément ça bouge. Donc la posture d'assise va se modifier au fur et à mesure, certainement, à moins que vous ayez une grande habitude de pratiquer, ce qui fait que vous pourrez vous asseoir directement dans une posture juste. Soyez présent au corps, ça c'est ce qui est important dans cette séance. Ressentez les tensions, notamment au niveau des épaules, libérez-les si nécessaire. Laissez le buste partir avec le ventre vers l'avant. Si vous êtes sur un support, vous allez cambrer. Si vous êtes sans support, le bas du dos va être plat. Qu'est-ce qui m'intéresse dans l'assise? C'est tout ce redressement vertébral et
au plan énergétique, ce redressement vertébral, c'est de Muladhara chakra, chakra racine, jusqu'en haut du crâne. Jusqu'ici. Le regard, on peut le diriger à entre 1 mètre, 1 mètre 50, 80 cm. Voilà, on regarde un peu vers le bas. Et puis moi, je vous suggère de ne pas fermer les yeux pour ne pas partir dans une rêverie. On s'ancre également avec le regard. Essayez de supprimer les tensions corporelles. Sachez que certaines tensions corporelles, chez certains d'entre nous, mettent des années à disparaître. Il suffit d'y revenir sans cesse jusqu'à ce qu'elles soient de moins en moins présentes. Est-ce que vous vous sentez unifié, centré? Est-ce que vous êtes dans l'instant présent? Alors comprenez que toute la séance de yoga aboutit dans la posture d'assise. On a pris l'habitude de la relaxation, peut-être en Occident, je ne sais pas si c'est traditionnel en Inde. Mais la séance de Hatha Yoga est faite normalement, traditionnellement, pour l'assise. Restez présent au souffle, et dans le corps, aux tensions corporelles. Et éliminez-les au fur et à mesure. S'ils reviennent, retournez les voir. Essayez de les lâcher. Je vais vous laisser continuer la pratique si vous avez envie de la continuer. Moi je vous salue, je vais arrêter l'enregistrement. Donc je vous salue d'Ajna Chakra au lieu du cœur, j'ai oublié le terme, peu importe. De la pensée à l'ouverture du cœur. C'est Anahat Chakra. Anahat Chakra. En fait, c'est le sens de la pratique, de mettre la pensée, ce qui est parfois un peu lourd, dans la vacuité du cœur. C'est vraiment, je pense, le bout du bout du bout du bout du bout du bout de la pratique et le commencement de quelque chose. Voilà, je vous remercie sincèrement et je vous souhaite une très bonne pratique, très bonne journée.